De Charles Ferdinand Ramu, j'aurais pu choisir indifféremment parmi les romans pour cet épisode, tant sa production est homogène. Cette œuvre romanesque, entamée à 27 ans, en 1905 avec Aline, et close en 1942 avec La guerre au papier, compte plus de 20 titres. Je laisse de côté le reste de sa production, et l'on peut aisément la qualifier de cohérente. À peu de choses près, on pourrait dire qu'elle est monotone, qu'elle manque d'imagination, se répète. Cette remarque superficielle a quelque chose de vrai. Les romans de Ramu sont assez faciles à lire, courts et à première vue immédiats. Ils traitent du lac Léman, des montagnes des Alpes, de la campagne suisse, de ses paysans, ses cordonniers, ses vignerons. L'horizon ramusien n'est pas large, il est en quelque sorte borné. On ne quitte jamais ce paysage. 100 km² suffisent à son bonheur. Ramu, c'est l'antithèse de Blaise Cendrars, l'autre grand écrivain helvète. Ces narrateurs ne sont pas des voyageurs. S'ils tentent un quelconque exode, alors celui-ci ne sera que vertical, à flanc de coteaux, à flanc de rocheuses, empreint d'une valeur surnaturelle et biblique, mais voué à l'échec parmi l'or blanc des glaciers, comme si d'invisibles barrières étaient atteintes. C'est par exemple L'insoutenable chaleur qui empêche de s'enfuir dans Présence de la mort, publié en 1922, après que la Terre a subi un accident gravitationnel qui la rapproche inexorablement du Soleil. C'est Une montagne s'effondrant sur les hommes, dans Terborance, publié en 1934, les emprisonnant jusqu'à qu'ils reviennent soudain au village, changés en spectres de calcaire. Ce sont les preuves de l'apocalypse à venir, dans La maladie qui rôde, l'orage qui s'approche, la grève en cours, la guerre qui dure, et la crédulité des villageois face à un colporteur persuasif dans Les signes parmi nous, publié en 1919. C'est encore un hameau, peu à peu plongé dans une nuit éternelle, ainsi qu'il est présagé dans Si le soleil ne revenait pas, publié en 1936, parce qu'on craint que les hautes montagnes ne laissent plus jamais jaillir la lumière. À ces exemples de trames narratives, je pourrais en ajouter d'autres qui se partagent une même prédilection pour le mystique et la catastrophe. En ce sens, Ramu n'est pas loin du fantastique, ressemble même instinctivement à Stephen King par exemple, dont un roman au moins a le même canevas que celui du Suisse. Et c'est Le règne de l'esprit malin, publié en 1917, il est très proche du roman Bazar de King. Un homme installant son commerce dans un village semble posséder tous les objets que chacun désire et les cède pour 3 fois rien pour infester les lieux. Ainsi ou presque, chacun des romans de Ramu est une plongée dans la vie simple d'une communauté bientôt confrontée à quelques superstitions ou à quelque événement surnaturel. Il y a l'homme battu d'un côté et la nature impitoyable de l'autre, pour le bien ou pour le mal. Roman de la terre, roman de l'humble, mais aussi roman empreint de métaphysique, roman de fin des temps, contrairement peut-être à la condescendante image régionaliste que l'on peut avoir de cette œuvre que nous connaissons mal. On s'en fait rapidement une opinion sans valeur, oui. Bien sûr, le Giono suisse. Ce qui devrait d'ailleurs être suffisant pour nous jeter dans ces pages quand on a lu du Solitaire de Manosque, Un roi sans divertissement, Bataille dans la montagne ou Colline. Et ce n'est pas la parution de ces romans à la Pléiade à l'aurore du millénaire qui aura changé la donne. Alors, Ramu, monument historique suisse et vigneron d'un seul cépage chez les lettrés de France. Ramu, célébré par l'intransigeant Céline, qui le considérait comme l'inventeur d'un nouveau style, avec cette oralité jamais vue ou presque. Ramu, adoubé par Paul Claudel, qui voyait en lui, je cite, un des meilleurs ouvriers de la langue. Ramu enfin, perçu en France par bon nombre de critiques, comme un écrivain médiocre, un barbare de la grammaire, rien qu'un vaste, je cite, bluff.
glorieuse postérité. Épisode 20. Romancier de l'Apocalypse. Sans doute faut-il commencer par le nœud du problème. Ramu est suisse. Pire que cela, il est vaudois. C'est-à-dire qu'il est né à Lausanne et qu'il est bien obligé de parler français. À cette époque, comme il l'écrit dans la lettre à Bernard Grasset, son éditeur français, publié en 1928, texte qui sert de déclaration d'intention, de projet esthétique, de justification stylistique, la Suisse romande, c'est-à-dire la Suisse française, ne compte que 800 000 habitants et le canton de Vaud 300 000. Cette Suisse romande, on la connaît pas ou guère dans sa réalité présente. Si on la connaît en littérature et dans son passé, grâce à un ou deux de ses ressortissants ou de ses représentants, dont Rousseau, qui est genevois, et Benjamin Constant, qui est de Lausanne, mais qui ne sont plus que des entités littéraires ou idéologiques. Pour nous autres, leurs successeurs, on nous ignore ou à peu près. Pourtant, ces derniers tentent de se montrer dignes de l'héritage, tout en sachant bien qu'ils sont à la fois trop semblables et trop différents, trop proches et pas assez, trop français et pas assez. Ils apprennent dès l'enfance, à l'école, comme les petits français, cette langue académique que le XVIIe siècle a codifiée une fois pour toutes. Ce français définitif, ce français du bien écrire, ce français que les critiques littéraires réclament. Or Ramu grandit dans une région de Suisse dont la langue orale a beaucoup évolué avec les passages des guerres et des dominations, tantôt vaudoises, bourguignonnes, savoyardes ou bernoises. Si elles se ressemblent, elles ne sont pas tout à fait identiques. Pour Ramu, il y a là quelque chose de capital et d'existentiel ou presque. Comment rendre compte du parler vaudois avec la langue officielle ? Au début du XXe siècle, montent entre les montagnes suisses les grands vents d'une bataille linguistique à venir. Il y a un premier camp, ceux qui prônent une littérature nationale, une littérature dédiée aux valeurs suisses, qui exalterait son âme profonde, son fédéralisme, ses racines et sa géographie particulière. Bref, un courant nationaliste que l'on pourrait rapprocher, simplifiant à outrance, de Charles Maurras ou de Maurice Barrès, et dont un grand représentant helvète est Gonzague de Reynold. Vient ensuite une seconde obédience, son pôle inverse en quelque sorte, qui ne veut plus s'embarrasser d'un quelconque particularisme roman. Pour eux, la littérature romande étant de langue française, il faut purement et simplement l'assimiler à la littérature française. Lui offrir cet écrin éclatant pour qu'elle y vive, s'y développe, afin que les critiques finissent par ne plus songer à la nationalité de l'écrivain. C'est par exemple ce que fit Victor Cherbulier, né à Genève, qui finit par être élu à l'Académie française en 1881. Cette bataille linguistique est loin d'être isolée. En effet, ces deux courants majeurs, on les retrouve aussi en Belgique, à peu près au même moment. En mars 1937, sort des presses de l'imprimerie Van der Slayer à Bruxelles le manifeste du groupe du lundi. Parmi la vingtaine de signataires, on peut relever les noms de Robert Poulet, auquel je consacre un épisode de ce podcast, Franz Hellens, Charles Plisnier, Michel de Gelderode et Éric de Holville. Que réclame ce manifeste ? Très simplement, l'abandon d'une littérature belge de langue française pour le développement d'une littérature française de Belgique. En d'autres mots, les signataires appelaient à renoncer au régionalisme, au typique, au folklore, au particularisme qui était en vogue dans le roman depuis un demi-siècle au moins, pour se recentrer sur la langue. Langue d'abord, et géographie ensuite. L'exploration du pittoresque ne pouvait, selon les signataires, que maintenir les lettres belges à l'extérieur de la langue française. Or, toute la vie littéraire de langue française se faisait à Paris. En abolissant ainsi l'inspiration mineure, provinciale,
les écrivains belges pourraient se faire une place au sein même de l'histoire littéraire de langue française et espérer rayonner. On le voit, ces questionnements sont avant tout affaire de légitimité de l'écrivain. Comment peut-il exister sur la scène littéraire ? Comment peut-il être reconnu à sa juste valeur, lui qui n'est pas né dans le bon pays, mais qui utilise pourtant sa langue ? C'est en somme une bataille idéologique à laquelle Ramu participa, mais avec les outils de la solitude et l'intransigeance de celui qui se voue à l'art plus qu'à la célébrité. Sortant de l'école et m'étant mis à vivre, je me rappelle l'inquiétude qui s'était emparée de moi en voyant combien ce fameux bon français, qui était notre langue écrite, était incapable de nous exprimer et de m'exprimer. C'est dit, c'est presque acté. Ramu écrira sa propre langue. Il l'affirme un peu plus tard à Bernard Grasset, jetant un regard rétroactif sur son œuvre. J'ai écrit une langue qui n'était pas écrite. Et ceci n'est en aucun cas vanité, c'est la stricte vérité. Plutôt que de renier sa patrie et sa foi pour devenir connu, plutôt que de se livrer à une glorification de la nation et de son histoire pour forcer sa propre célébrité, Ramu, après bien des tentatives sans lendemain, choisira sa langue, sa grammaire et sa syntaxe. Faisant acte total de littérature, bêchant seul son vignoble pour y tirer bientôt un cru unique. L'on connaît la célèbre phrase de Kafka à propos de la littérature. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Que précède d'ailleurs ce début de phrase. Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Cet aspect programmatique d'une rare violence a été écrit en 1904. Correspondance invisible des grands esprits, la même année, Ramu écrivait ceci dans son journal. « J'étreindrai la langue et la terrassant et lui ferai rendre gorge jusqu'à son dernier secret et jusqu'à ses richesses profondes, afin qu'elle me découvre son intérieur et qu'elle m'obéisse et me suive rampante par la crainte et parce que je l'ai connue et intimement fouillée. » Au-delà de l'écho tout aussi brutal qui pourrait donner lieu à une conversation de fin des temps entre les deux auteurs, c'est avant tout au filigrane de la vie et de la mort d'une langue qu'il faut s'intéresser. Car c'est un fait incontestable, lorsque Ramu entame sa carrière, lorsqu'il s'installe provisoirement à Paris en novembre 1900, il n'est pas loin de penser que la langue française est morte. Il est d'ailleurs décontenancé par l'écart qui existe entre la langue qu'il parle et celle qui est parlée dans la capitale, et plus précisément par le théâtre de la parole, les simagrées, les mises en scène, bref, toute la pantomime qui devrait exalter le sens. Déconcerté, l'écrivain va s'engager dans de multiples tentatives. Le poème en prose d'obédience symboliste, le poème versifié, tantôt lyrique, tantôt impressionniste, le récit biblique, le roman réaliste. Toutes seront des impasses, ou plutôt des préparatifs, comme le ciel se chargeant de nuages noirs, butant contre la montagne, avant de céder au déluge. Dans tous les cas, Ramu n'est pas exactement en prise avec lui-même. Retournant alors en Suisse, il va finalement entrevoir dans la musique de ses terres la solution. Inventer sa propre langue, et ainsi ressusciter le langage à l'agonie. Dans une lettre datée de 1936 au critique André Rousseau, Céline écrit « Je ne veux pas narrer, je veux faire ressentir. Il est impossible de le faire avec le langage académique usuel, le beau style.
Le rendu émotif n'y est pas. Et c'est lui seul qui compte. Leur langue est impossible, elle est morte, aussi illisible, en ce sens émotif, que le latin. Pourquoi je fais tant d'emprunt à la langue, au jargon, à la syntaxe argotique? Pourquoi je la forme moi-même si tel est mon besoin de l'instant? Parce que vous l'avez dit, elle meurt vite cette langue. Un peu plus tôt, Ramu évoquait une langue incapable de nous exprimer et de m'exprimer. Il poursuit dans la lettre à Bernard Grasset, publiée 8 ans avant la lettre de Céline. L'homme qui s'exprime vraiment ne traduit pas. Il laisse le mouvement se faire en lui jusqu'à son terme. L'homme qui parle n'a pas le temps de traduire. L'homme qui parle n'a pas le temps de se trahir ainsi lui-même. Nous avions ici 2 langues. Une qui passait pour la bonne, mais dont nous nous servions mal parce qu'elle n'était pas à nous. L'autre qui était soi-disant pleine de fautes, mais dont nous nous servions bien parce qu'elle était à nous. Or, l'émotion que je ressens, je la dois aux choses d'ici, de Suisse. Si j'écrivais ce langage parlé, si j'écrivais notre langue, le dessin des 2 auteurs est plutôt clair. L'émotion qu'ils souhaitent donner à sentir est l'alpha de leur art, l'irréductible contraction de toutes les logorées. Aussi, pour alimenter ce grand déluge, ils ne peuvent se contraindre à utiliser une langue figée, académique. Ils doivent détourner le langage, ils doivent inventer leur propre langue pour exprimer ce qui ne l'a jamais été jusqu'alors. Et ainsi naissent leurs oméga, les styles si reconnaissables de Ramu et plus tard de Céline. Il faisait rose. Il faisait rose dans le ciel du côté du couchant. Quand on était au pied de l'église, on voyait que sa croix de fer était noire dans ce rose. En haut du grand clocher de pierre, il y avait la croix de fer. D'abord, elle a été noire dans le rose, ce qui faisait qu'on la voyait très bien. Puis elle s'est mise à descendre. On voyait la croix descendre à mesure qu'on montait. On l'a vue venir contre les rochers, le long desquels elle glissait de haut en bas. Elle est venue. Ensuite, se mettre devant les forêts, noire comme elle. Et elle n'a plus été vue. Cet extrait est tiré de La Grande Peur dans la montagne, publié en 1926, le roman de Ramu le plus traduit. Il est très représentatif d'un des aspects du style de l'auteur, celui du rythme, de la respiration, celui de la scansion, de l'antidéclamation versifiée. Bien souvent, Ramu dit une première fois, mais ne se compte pas de ce qui fait la norme en littérature. Il répète, il réécrit, il modifie, il reprend. À bien des égards, ce simple extrait pourrait être perçu comme l'amoncellement des corrections d'un manuscrit, avec ses ratures, ses premières, deuxième, troisième réécritures. Dans cet exemple, renonçant à choisir parmi toutes les versions d'une même phrase, l'auteur aurait ainsi repris toutes les variations pour le manuscrit final. En relisant cet extrait, cette impression saute aux yeux. Que nous donnent donc à sentir ces effets de reprise sans ellipse, ces répétitions, ces anacolutes? Tout d'abord, ils amènent le lecteur à se focaliser sur l'environnement plutôt que sur le personnage. À quoi peuvent me servir ces qualités données pour telles dans les manuels? Comme la légèreté, la rapidité, si telle ligne de colline devant moi met tant de lenteur à atteindre son fait. Que m'importe l'aisance si je veux donner l'impression du désordre? Voilà une partie de l'explication. Le rythme choisi par Ramu est celui de la nature au détriment de celui de l'homme
et de l'artiste. L'écriture de Ramu n'est pas anthropocentrée. La peau de l'homme ne vaut rien comparée à celle du vent, à celle du rocher. Ce n'est pas l'être humain qui déambule dans ces montagnes, non. C'est l'être humain qui est déambulé par la montagne. Les gouffres et les éminences de ce monde sont vivantes, et c'est une vie lente et c'est une vie violente, une vie inexorable. Nous trouvons là les traces d'une métaphysique propre à Ramu et à quelques rares auteurs comme son très grand ami Gustave Roud, qui écrit et résume dans son prélude à Campagne perdue, je cite, « Les paysages étrangement devenus notre propre chair, la mémoire déroulant le ruban des routes parcourues. Le soir, aux tièdes auberges de l'été, l'âme qui épouse à jamais la détresse ou le délire des oiseaux, une présence de fleurs, dans l'absolu de son être soudain saisi. Ici se conjuguent toutes les formes du rapt, même cette voix née de la nuit, le poème qu'un pas solitaire suscite et scande sous la treille du ciel, quand les grappes des constellations une à une s'y suspendent et silencieusement s'illuminent. » Le goût de l'élémentaire chez le romancier est autant un hommage à une humanité fragile qu'une porte vers l'absolu. La terre n'a pas à se caler sur le rythme de l'artiste, mais l'artiste sur celui de la terre. Elle aussi respire. Elle aussi est une masse. Une vie immense, très lente mais terrible par sa force révélée, émeut le corps formidable de la terre, circule de mamelon en vallée, ploie la plaine, courbe les fleuves, hausse la lourde chair herbeuse. Cette terre, il faut la respecter, et Jean Giono, dans cette citation extraite de son roman Colline, paru en 1929, rejoint Ramu et Roud dans une forme de panthéisme qui vivifie les éléments, qui fait de la terre la matière vivante de l'homme, ou mieux encore, de l'homme une image agitée et larvaire de la vie terrestre, cet Éden qui accepte le déchaînement du ciel et de la terre. En un mot, l'homme ne fait pas partie de la nature au commencement des choses, bien qu'il ait la prétention de le croire. De cette contradiction naît toute la dramaturgie des romans de Ramu. D'ailleurs, pour les hommes, la terre est autant la mère qu'une possible vengeresse. L'être humain y est toléré, mais il pourrait tout aussi bien disparaître, ainsi que dans nombre des romans aux accents apocalyptiques de Ramu. Dans le roman d'Herborance, de 1934, par exemple, Antoine Pont parvient à s'extraire de l'éboulement d'une montagne après plusieurs semaines de captivité, non parce qu'il trouve inopinément une brèche, mais parce que la montagne accepte de lui céder un mince filament d'eau issu des glaciers qui le remonte jusqu'à une échappatoire. Une fois que les jeunes gens du village ont pris la décision de monter jusqu'à Sassenère pour exploiter un magnifique champ que les anciens disent hanté, la montagne ne leur laissera plus de trêve, les éliminera un par un, et ainsi se propagera la grande peur dans la montagne. Quand la Terre décidera un beau jour de quitter son orbite pour se rapprocher du Soleil, aucune décision humaine n'y pourra rien, et bientôt à la présence de la vie s'opposera la présence de la mort. On le voit dans ces trois résumés succincts, auxquels on pourrait en ajouter d'autres. Ramu ne laisse à ses personnages d'autre choix que de comprendre l'éboulement en cours à leurs pieds et en eux. Hommes et femmes, sur cette terre depuis l'éternité, solides comme des rocs, comme la montagne, pourrait-on croire, mais hommes et femmes qui rompent, qui cèdent, qu'un seul morceau de même lâche, et c'est bientôt le village entier qui sombre. On comprend donc bien vite, en lisant Ramu, que les intentions des hommes ne sont pas les intentions des forces telluriques. Elles se chevauchent, certes,
mais ne se superposent pas parfaitement. À vrai dire, le destin des gens du canton de Vaud est une flamèche tant par la durée que par l'intensité si on le compare à celui du monde. Ainsi, ce n'est pas une description de l'environnement par le prisme du promeneur qui est faite, mais une description du promeneur par les éléments qu'ils font exister. La singularité, l'originalité conceptuelle de Ramu est bien celle de ce renversement. Cet extrait nous donne par exemple à voir la lenteur du regard des personnages face aux constructions, face aux symboles, face aux couleurs. La répétition est celle du petit pas qui traîne la carcasse et qui, par ce déplacement ralenti dans les chemins abrupts des hauts sommets, donne une longue vie à l'environnement. Ainsi, ce rose du côté du couchant dure, non pas par l'accumulation de descriptions des nuances, comme auraient pu le faire les romantiques, non pas par la description du processus physique du changement de teinte, comme auraient pu le faire les naturalistes, non pas non plus en décrivant la coloration mimétique des états d'âme du personnage principal, comme auraient pu le faire les tenants du roman psychologique, du flux de conscience, du monologue intérieur. Non, l'écriture de Ramu n'élargit pas le sujet, ne cherche pas les multiples ramifications qui s'échappent d'un thème. Ici le crépuscule. Et n'écrit pas en arborescence, mais au contraire. Il coupe les branches, sectionne les racines, élague, fait tomber les fruits vérolés, comme les bons fruits. Il choisit un morceau d'écorce, et dessus demeure, tourne autour, s'en imprègne, et de ce surplace pointilliste doit jaillir toute l'émotion de l'écriture. Ce n'est donc pas un hasard si Ramu s'est rapidement senti attiré par l'œuvre de Paul Cézanne. Pour l'auteur, Cézanne est un visionnaire, un précurseur, un exemple à suivre. En voyage à Aix, alors que Cézanne est déjà mort mais pas encore reconnu, Ramu est soudain possédé par l'œuvre du peintre. La montagne, les rochers, les arbres, les branches, la canopée, le ciel, l'herbe, tout le subjugue. La Sainte Victoire, bien sûr, que le maître représenta plus de 80 fois. Travail obsessionnel où se mêlent différents aspects, à la fois théoriques et pratiques, que Ramu reprend à son compte. Le travail en extérieur, par exemple, plutôt que dans un atelier. Ou pire, un bureau. Opposition donc entre artisanat et professionnalisme qui ne pourrait que reprendre la langue académique. La magie au sein même du pragmatisme. La lecture de la nature. L'absolu qui décide un jour, étrangement, de s'enraciner en un lieu terrestre. Et l'on ne peut que repenser au titre Terre du ciel que Ramu publie en 1921 et qui raconte la résurrection d'une poignée de paysans dans leur village de toujours. Le renouvellement de la nature par l'apocalypse, plutôt que sa destruction. Apocalypse qui pourrait bien être assimilé à l'œil du peintre, à la main de l'auteur, qui sans cesse revient ravir ou punir un lieu. La montagne Sainte-Victoire, les montagnes vaudoises, sans jamais parvenir à se détacher d'elles. En effet, Ramu a choisi son lieu, entre lac et montagne, dans le Vaud. Ramu a choisi ses hommes, les petites gens de cette terre. Ramu, enfin, a choisi sa dramaturgie, la communauté face aux superstitions élémentaires. Et il écrit. Et il recommence. Il n'a jamais écrit que la même chose toute sa vie. Passé la première décennie romanesque où ses textes se concentraient davantage sur le destin d'une personne. La fameuse antienne résonne alors. Un écrivain écrit toujours le même livre. Ramu s'en explique dans une lettre adressée à son ami Alexandre Singria, le frère de Charles-Albert Singria, autre auteur suisse passablement oublié. Lettre datée de décembre 1905,
c'est-à-dire au tout début de sa carrière. Je crois t'avoir déjà dit 1000 fois que l'imagination et le mérite ne sont pas pour moi dans le choix du sujet. C'est un goût d'enfant, mais dans la façon de le traiter. Cela seul m'intéresse. Si j'étais peintre, je peindrais 100 fois de suite la même femme. Je tâcherais seulement de la peindre chaque fois mieux et autrement. Comment n'as-tu pas compris que la peinture, aussi bien que la littérature, a toujours vécu de 2 ou 3 sujets ? À ces remontrances théoriques, il faut aussi ajouter un extrait d'une autre lettre pour bien comprendre la dimension picturale et monomaniaque de l'écriture ramusienne, lettre datée d'avril 1923. C'est vrai, j'aimerais toujours écrire le même livre et reprendre le même thème. Comme ce n'est pas possible à cause des circonstances, j'essaye d'aller en spirale, repassant par intervalles au-dessus du point précédemment atteint. Je sais bien que tout ça n'aura de sens que s'il y a un sommet, et y en aura-t-il jamais un ? Gageur romanesque, bien entendu, réussi, largement réussi selon moi, mais aussi approche métatextuelle puisque c'est exactement ce qui a lieu dans l'extrait du Crépuscule que nous avons étudié jusqu'à présent. L'écriture passe et repasse, à peine différente, à peine moins large ou plus large, si la dramaturgie du livre en cours est ascendante ou vouée à s'éteindre. Toute la nature se modèle sur la sphère, le cône et le cylindre. Il faut apprendre à peindre sur ces figures simples. On pourra ensuite faire tout ce qu'on voudra. Souvenir sur Paul Cézanne, Émile Bernard, 1904. Ramu va donc aller jusqu'à inventer le concept de langue-geste pour définir son travail en opposition à la langue signe, conciliant ainsi son devoir romanesque, sa dette picturale et son désir de chanter la vie des humbles de sa terre. Cette langue-geste devra transposer, je cite, « la langue parlée par ceux dont je suis né, devra céder le pas au rythme même des images. » Sensation. Sensation toujours, et filiation, devoir, hommage à son propre sang. Il va donc devoir trancher dans la grammaire et la syntaxe. Procéder par répétition comme nous l'avons vu n'est pas suffisant. Cela ne sert qu'à créer un effet, une émotion. Ramu a aussi le devoir d'écrire comme les siens parlent. Il doit donc accepter de faire des fautes, des approximations, de devenir le barbare des lettres. L'énumération serait longue, aussi voici quelques exemples de lutte contre la langue académique. Je cite. Malgré que, ça a été, il y a, à cause que, inversion du verbe avoir et être. Erreur volontaire, auquel on peut ajouter l'utilisation excessive des conjonctions de coordination, de l'adverbe cependant, qui participe d'ailleurs parfaitement à la tonalité mystique de certains passages, abus de la voix passive, non-respect de la concordance des temps, multiples erreurs qu'on lui a reprochées avec une vive violence dès ses débuts. Il semble que pour réaliser son idéal, Ramu balbutie à des enfants le langage d'un enfant. Il en résulte un appauvrissement déconcertant du vocabulaire, une répétition constante des mêmes mots et des mêmes tours, une déplorable et lassante uniformité. Les termes abstraits disparaissent. Quelques expressions, toujours les mêmes, servent à tous les usages. Et l'on essaiera de me faire admettre qu'on puisse seulement lire un romancier qui, volontairement ou non, estropie si savamment notre langue et donne à ses discours l'aspect de vagissement perpétuel. Auguste Bailly. Quant au mérite proprement littéraire,
il me paraît au-dessous du médiocre. André Billy. Langage fort fatigant à force d'affaîtrie et de trucage. Mépris absolu de la syntaxe. Absence complète de concordance des temps. Oubli volontaire des verbes. Emploi des vocables du pur patois vaudois que le contexte ne justifie en aucune façon. Ellipse difficilement intelligible. Anonyme. Revue contemporaine. Par moments, le lecteur se demande si le livre est d'un initié ou d'un neurasthénique. Où irions-nous si chaque écrivain préférait au français commun un français dialectal et subjectif, dont la valeur du truchement est assez faible? André Terrive. Cette phrase, pliée par le fait des mots, qui gravit les sentiers du vignoble, ont un air de paysan vaudois endimanché. Bernier. Toutes ces critiques, ou presque, sont compilées dans un livre publié en 1926 à l'initiative de l'écrivain prolétarien français Henri Poulaille, sobrement intitulé « Pour ou contre C.F. Ramu ». Il faut se rendre compte que le débat critique était tel entre les tenants du bien-dire et les adeptes d'une langue personnelle que cet ouvrage ne compte pas moins de 310 pages qui sont autant d'explications, de mise en lumière de l'œuvre de Ramu, que d'éléments à charge. Par bonheur, ils sont autant d'écrivains ou de critiques à soutenir Ramu. Henri Poulaille, bien sûr, en premier lieu, qui est l'auteur par qui Ramu fut introduit chez Grasset. Henri Pourrat, dont on cantonne lamentablement l'œuvre au régionalisme, dont on a oublié que son roman Gaspard des Montagnes est un chef-d'œuvre, sorte d'épopée écrite par un Victor Hugo halluciné du XXe siècle, et qui écrit à propos de l'auteur suisse: Ramu, c'est le vigneron de la montagne. Ramu, c'est un paysan à la tête épique. Mais aussi Henri Barbus, Jean Cocteau, Joseph Delteil, Stanislas Fumet, Jacques Maritain, Paul Claudel et Céline que nous avons déjà citées. Tous louent, je cite, le prodigieux magicien des paroles et des phrases. La charité et la bonté du grand artiste, si différentes de ce fatigant cynisme du siècle dernier, à un des romanciers les plus originaux de ce temps. Et Ramu est constamment comparé à Charles Péguy, Charles-Louis Philippe et Paul Claudel. C'est d'ailleurs un fait assez remarquable que dans cette atmosphère de défiance généralisée à l'égard du mal parler, du mal écrire, Ramu ait réussi à être admiré tant de la critique prolétarienne ou régionaliste, avec donc Poulaille, Pourret et Delteil, que de la critique catholique, avec Fumet, Maritain et Claudel. C'est qu'en effet, nous arrivons là au contenu de ces textes, et il faut dire que Ramu donne le change. Pour les écrivains prolétariens, il traite de pauvres gens, et parle comme eux. Pour les écrivains catholiques, il transcende tout ce petit peuple, traite de malédiction et de salut. Comment n'aurait-il pas pu être loué ? Ce partage n'est pourtant pas le seul charme de Ramu. Encore une fois, c'est son style, son écriture qui donne une dimension autre à son œuvre. Certes, ce n'est pas le souffle claudélien, ni le verset de Saint Jean de Perse, mais il y a de ces deux poètes chez Ramu. L'ouverture de Présence de la mort, par exemple, donne le ton. Je cite. Alors les grandes paroles silencieuses vinrent. Le grand message fut envoyé d'un continent à l'autre, par-dessus l'océan. Rien pourtant ne fut entendu. Les grandes paroles invisibles allaient et se croisaient, qui intéressaient tous les hommes, qui étaient dessous, sur la mer, qui étaient dessus, sur la terre. Quand elles vinrent, et elles venaient encore, mais rien dans le ciel ne changea.
Bien souvent, la parole semble vouloir devenir évangile. Elle vient de haut, comme ici. Elle vient par le ciel et le vent, pour embrasser la terre, mais l'on ne sait si ce baiser est empoisonné ou de consolation. Dans le ciel, rien ne changea. Chez Ramu, de manière générale, le ciel de la foi ou de la métaphysique ne change pas. Il ne connaît tout simplement pas la réponse aux interrogations profondes des hommes. Ni l'une, ni l'autre ne peut apporter un réel réconfort. Le ciel physique, en revanche, est versatile, orageux, se réchauffant, sombrant dans la nuit éternelle. Il est élément, et en ce sens, il se déchaîne. Il faut bien prendre garde à ne pas confondre ces deux aspects des cieux, car l'un entraîne l'autre, car l'un annonce l'autre. L'instabilité du ciel est bien souvent à l'origine de la tension dramatique des romans. Venus des hauteurs, les longues larmes ruissellent sur les terres et s'emparent des âmes, des esprits. La tragédie peut commencer et s'intensifier, car du ciel élémentaire vient la tempête, et du ciel de la religion ou de la métaphysique vient le grand silence. Alors il ne reste plus que les créatures à visage humain pour faire du bruit, pour tenter de sauver le spectre calcaire de Derborance, pour faire taire le colporteur des signes parmi nous, pour renvoyer d'où il vient Branchu, le cordonnier du règne de l'esprit malin, qui n'est autre que le diable. Cette dimension apocalyptique, qui tient d'ailleurs autant de l'étymologie première du mot, révélation, que celle dévoyée du XIXe siècle, fin des temps, est encore renforcée par un aspect purement technique de l'écriture de Ramu. Il s'agit du positionnement de son narrateur. Qui raconte les histoires du romancier ? Un personnage ? Un observateur ? Un cœur ? Un dieu ? L'écrivain lui-même ? Dans les faits, c'est à la fois tous et aucun, car dans les livres de Ramu, le narrateur est changeant, mobile. Toutes les histoires semblent commencer d'un point de vue externe, à la troisième personne, mais il n'est pas rare que le narrateur dise soudain « je ». De ces jeux déterminés, dont on pourrait croire qu'ils sont une remarque de l'auteur, alors qu'ils ne le sont pas, et qui semblent venir de l'autre bout du ciel, comme une pitié ou une fatalité. Omniscient ? Bien sûr, il l'est ce narrateur, connaissant tout, des dérèglements cosmiques aux intentions profondes du malin qui se travestit en cordonnier. Mais pour autant, ce narrateur ne sait rien de la psychologie des personnages, car nous les entendons peu penser. Et même à l'insu des dialogues, ils ne nous livrent que peu leurs états d'âme. Narrateur polyphonique, certes, car les romans de Ramu procèdent par tableau, suivant d'abord tel personnage, avant de l'abandonner pour un autre, revenant à lui ensuite, par l'effet de spirale que nous avons déjà évoqué. Ne se cantonnons donc à aucune forme codifiée de narration, Ramu, encore une fois, invente une forme polymorphe unique qui sert parfaitement ses dessins. La voix des petites gens et l'émotion de ce coin de pays résonnent alors plus fort encore cette sensation de narration démiurgique. Ainsi alternent donc ces brefs paragraphes qui semblent venir de la nuit des temps, qui semblent être des échos de toujours, soudain captés par Ramu, à la tonalité si épique et tragique, qui appartiennent à ce ciel de l'âme ou de l'esprit, qui renvoie à une peur ontologique, et ces paragraphes plus longs, ces courtes discussions entre personnages démunis, qui sont constitués de terre poreuse, de ciel tempétueux, et d'impuissance grandissante. Ah, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Alors ceux qui furent appelés se mirent debout hors du tombeau. Avec la nuque, ils ont fait aller la terre en arrière.
Ils ont percé du front la terre, comme quand la graine germe, poussant dehors sa pointe verte. Ils ont eu de nouveau un corps. Pour quelles raisons les montagnes ou le ciel punissent-ils les hommes ? Est-ce une réécriture biblique de la faute originelle ? Est-ce une volonté morale de juger ses contemporains ? Est-ce encore un profond dégoût à l'égard de l'humanité ? Ce n'est rien de tout cela. Ramu fait partie de cette rare caste d'écrivains qui montrent, mais n'expliquent pas. Comme il l'écrit à Henri Poulaille dans une lettre de 1924, à propos du roman « Ils étaient quatre », dont ce dernier vient d'envoyer une copie à lire à l'auteur suisse. Je cite. Ensuite, il y a certaines fautes de ton, au commencement surtout. Visage austère de la montagne. Il ne faudrait aucun de ces mots-là. Certains épithètes. Formidable. Le formidable doit résulter de l'objet même et de sa mise en place. L'on comprend bien mieux dès lors la recherche de l'effet propre à l'écriture ramusienne. Donner à sentir, ne rien expliquer, ni ses intentions, ni les événements. Pourquoi la Terre se rapproche-t-elle soudain du Soleil ? On ne sait pas. Pourquoi le diable vient un beau jour détruire un village entier ? On ne sait pas. Pourquoi un autre est soudain transporté dans le ciel et s'est ressuscité au paradis ? On ne sait pas plus. Toute l'écriture ramusienne est accent d'apocalypse, accent de mort et de résurrection. Toute son écriture est conscience de mort et d'impuissance, mais jamais Ramu ne porte un message, ne cherche à convaincre, ne veut donner des leçons. Encore une fois, et comme toujours, il porte en lui ce qui est indispensable pour être un grand écrivain, n'être le vassal d'aucun dogme, ne jamais succomber à la tentation sociétale, procéder par mystère. Mystère. C'est un mot qui résonne de livre en livre dans l'œuvre. Mystère. Comme le genre théâtral du Moyen-Âge où l'on joue sur les parvis des églises des pièces interminables, à deux doigts du paradis et de la rédemption, mais les pieds glissant irrémédiablement vers l'enfer et ses diableries. Son roman le plus représentatif du genre est sans nul doute Le règne de l'esprit malin, qui est aussi celui que je préfère, même s'il est très difficile de placer un roman plus haut que les autres. Dans ce texte de 1917, apparaît soudain aux portes du village un cordonnier nommé Branchu, qui peu à peu va prendre possession des âmes qu'il rencontre en assouvissant les désirs. Une paire de chaussures par ici, une opulence de vin par là, une guérison que l'on pensait impossible ailleurs. Comme à l'époque médiévale, le public le guette, se réunit à l'entrée de sa cordonnerie qui n'est rien d'autre que le parvis d'un paradis à portée de main, et soudain jaillissent les miracles. La tentation est irrésistible, et bientôt hommes et femmes se retrouvent à la taverne pour festoyer sans fin. Voilà qu'ils sont tombés sous la coupe de celui qui affirme, je cite, « Il n'y a plus ni bien ni mal, il faut renoncer au ciel pour la terre. » Comment résister à quelques quignons de pain en plus ? Bientôt le sabbat se poursuit dans l'église, où enivrés tant par l'alcool que par une opulence qui chaque jour recommence, les nouveaux suppôts de Branchu se livrent à des actes obscènes avec une statue du Christ, tout en essayant de convertir leurs voisins, anciens enfants du ciel sur cette terre, qui se cachent dans leurs granges bientôt froides et vides à cause du manque de bois et de provisions, pour résister aux avances du démon. C'est donc bien une réécriture des grands textes bibliques que ce livre Ramu. Il déploie une mystique surnaturelle qui pourtant ne laisse aucune place au jugement ni même à la morale. Bien, mal, c'est bien plus au processus d'appropriation, à la montée des eaux, bref, à toute la période pré-apocalyptique et apocalyptique que l'auteur s'intéresse. Tout ce qui est post-apocalyptique, qui est autant la trame de la reconstruction narrative que celle de l'étude rétroactive,
En un mot, l'espace-temps de la morale est éludé en quelques pages à peine, et encore, sans s'appesantir. Il faut noter tout de même une résolution du mystère qui suit naturellement la pente et qui vient autant de la nature que de l'homme. Je disais plutôt que ces deux éléments suivaient un chemin parallèle. À nouveau, l'affirmation est vraie. C'est autant la voie juvénile de l'amour que les nuages chassés du ciel qui permettent à la lumière de rejaillir sur le petit village maudit. Et est-ce un paradis qui soudain se présente ? Le paradis, c'est la lecture de Ramu. Comment est-il possible que cette œuvre, si simple à lire, et pourtant si généreuse de symboles, de paraboles, de légendes, ne soit pas plus mise en lumière ? Mystère. Mais mystère économique, sociétal, bien plus que littéraire et moyenâgeux. Je dirais simplement, en résumé, que Ramu est tout aussi important que Proust ou Céline dans l'évolution de la langue littéraire du siècle dernier. Il est possible de faire de la littérature en commettant des fautes et en écrivant comme personne avant soi. Bien sûr. Parce qu'il est tout à fait possible de dire qu'après une page de lecture à l'aveugle, on peut reconnaître le style de l'auteur suisse. Si les regrets ne font que s'accumuler à propos de toutes ces pages magistrales qui ne sont plus lues ou presque, je terminerai par une profession de foi de l'écrivain, un fol espoir, à son image, à la fois humble, terrien et mystique, que son œuvre transforma sans heurts en vin de l'esprit. Et je cite : « Qu'il existe un jour, un chapitre, une simple phrase, qui n'ait pu être écrite que chez nous, parce que copiée dans leurs inflexions, sur telle courbe de colline, ou scandée dans leur rythme, par le retour du lac, sur les galets d'un beau rivage, que ce peu de choses voit le jour, et nous nous sentirons absous. »